tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés du conseiller de gouvernement pour l'intérieur qui reviendra notamment sur les incivilités routières. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous irons à Roquebrune-Cap-Martin pour y découvrir une plaque signalétique qui rappelle l'histoire entre cette ville et la principauté. Nous reviendrons sur l'exercice anti-pollution qui avait lieu ce matin du côté du Larvoto. Nous irons faire un tour au rallye Princesse Charlène qui s'est déroulé ce vendredi. Nous assisterons à la deuxième soirée de gala des femmes leaders mondiales de Monaco pour lutter contre les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Nous ferons un coup de projecteur sur le congrès mondial de la médecine anti-âge. Et enfin, nous ferons un zoom sur le premier salon photo Monaco consacré à la photo d'art et de collection. Une nouvelle plaque signalétique a été apposée à l'entrée de Roquebrune-Cap-Martin, dans le quartier de Saint-Roman. Une plaque qui rappelle la longue histoire commune entre cette ville voisine et la principauté. Le récit de Patricia Navarro. À la mi-janvier, c'est la ville de Menton qui dévoilait une première plaque signalétique à l'initiative de l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Aujourd'hui, c'est au tour de Roquebrune-Cap-Martin d'afficher son attachement à la principauté voisine. Une plaque symbolique a été installée à l'entrée de la ville à Saint-Roman pour faire écho au passé commun de Monaco et Roquebrune, dont près de 5 siècles au cours desquels les deux ne faisaient qu'un. Il faut se souvenir qu'il y a 500 ans d'histoire commune et ensuite que nous vivons une communauté de destin. C'est Jacques Chirac qui, à l'époque, nous avait dit entre Monaco et la France, c'est une communauté de destin qui doit vivre, qui doit s'installer. Cette communauté de destin, nous la vivons, je ne vais pas dire au quotidien, mais d'une manière régulière et sérieuse, avec des échanges, avec de la concertation dans des tas de domaines. On parle de la culture, de la santé, des transports, des infrastructures routières. Il y a bien des domaines où la France et Monaco se retrouvent pour bâtir ensemble un avenir qui soit un avenir qui plaise et qui souligne l'intérêt général. Et aujourd'hui, les liens d'amitié se perpétuent et sont entretenus. Le prince Albert II se rend régulièrement à Roquebrune-Cap-Martin. À l'occasion du dévoilement de cette plaque signalétique, le souverain a reçu une poterie du céramiste Stéphane Montalto, meilleur ouvrier de France, installé au village de Roquebrune, ainsi qu'une photo datant d'il y a 21 ans, un cliché sur lequel le prince Albert II et Patrick Césari célébraient alors ensemble les 700 ans des Grimaldi. Un exercice anti-pollution vient d'avoir lieu dans la zone des travaux de l'extension en mer. Plusieurs services du gouvernement ont été concernés par cette simulation. Un reportage de Fabien Bonnier. Vendredi matin, du côté de la nouvelle digue, plusieurs entités monégasques se sont retrouvées pour un même exercice. Un exercice anti-pollution dans la zone des travaux d'extension en mer. Le scénario est simple, un déversement d'une centaine de litres d'huile hydraulique dans les enrochements situés au pied du Grimaldi Forum. L'objectif, c'est de faire face à une pollution qui viendrait depuis un bateau dédié au chantier de l'extension en mer, dans le but de fermer les deux passes du Larvoto. Donc en étroite collaboration avec les affaires maritimes, on a décidé d'associer plusieurs corps ce jour, donc à savoir la Société d'exploitation des ports de Monaco, les sapeurs-pompiers et bien sûr Bouygues. Donc la plus grosse difficulté, c'est de coordonner l'action de tous ces corps qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Alors, la mise en place matérielle, ce sont 2 barrages qui sont mis en place par les affaires maritimes, à quai, qui sont en permanence ici et qui sont tractés par bateau jusque dans les anses du Larvoto par la police maritime, les affaires maritimes et la Société des ports. Le but recherché avec les forces vives de l'État, c'est simplement de mutualiser pour être plus fort et pour atteindre l'objectif qui nous est fixé. Cet exercice a été pensé il y a 3 semaines environ, l'objectif étant de protéger très rapidement les 2 anses des plages du Larvoto au moyen de barrages flottants. Pour cet exercice, on va sortir 2 barrages anti-pollution de 100 mètres de longueur chacun pour pouvoir fermer les anses du Larvoto. Ils sont constitués d'un lest qui est constitué donc par une chaîne, plus des flotteurs donc qui restent en surface et la pollution restant au niveau
de l'eau, puisque c'est une pollution par hydrocarbures ou huile légère. Elle reste au niveau de la surface et est arrêtée par le barrage. Le but de cet exercice a été de tester la réactivité des services de l'État, d'avoir une estimation précise du temps nécessaire à la mise en place des barrages flottants, mais également de tester la maniabilité du matériel mis en œuvre. Le rallye Princesse Charlène initie chaque année des jeunes scolaires à la valeur du sport, organisé par la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en collaboration avec la fondation Princesse Charlène et Peace and Sport. L'épreuve aura permis aux élèves de participer à une course chronométrée et à différents ateliers. Christina Thomel était sur place. Le sport au service du développement et de la paix. Insuffler de l'espoir aux générations futures en leur faisant prendre conscience à l'occasion de cette journée internationale que le sport est un vecteur d'action majeure. Ce vendredi 6 avril, la principauté s'est donc mobilisée en véhiculant des valeurs de paix, de liberté et de fraternité. C'est donc tôt ce matin que plus de 400 élèves en classe de 3e du collège Charles III et de l'établissement FANB ont participé à ce mouvement, une matinée qui se partageait en différents ateliers. Les enfants partent du petit gymnase, descendent au Larvoto, ils ont 3 épreuves différentes, ils remontent. Une autre partie est divisée en deux groupes qui fait un atelier dessin. En fait, c'est un concours. Le meilleur dessin aura une récompense. Et un autre groupe qui suit les conférences au niveau de l'auditorium faites par 2 sportifs de haut niveau. Cette manifestation avait donc pour objectif de véhiculer différentes valeurs, des valeurs fondamentales à transmettre à une jeunesse souvent en quête de repères. Ce sont des valeurs qu'on trouve dans le sport et qu'on va retrouver donc dans la vie de tous les jours, telles que le respect déjà, je pense que ça commence par là. Ensuite, c'est vrai que pour arriver au bout d'un sport, on doit se dépasser, donc la persévérance. Ensuite, ça va être l'entraide, le fair play. Donc je pense que tout ça sont des valeurs vraiment importantes qu'on doit transmettre et qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Oui. Le sport, la compétition, oui, mais pas que. Le sport, c'est aussi une solidarité. Il y a aussi des valeurs derrière tout ça. Et c'est ça qu'on essaye on met un focus sur ça sur leur journée. Parce que bien sûr, les professeurs d'EPS tout au long de l'année leur inculquent aussi ces valeurs. Mais là, on met vraiment le focus grâce aussi à la collaboration de Peace and Sport, de la Fondation Princesse Charlène et du comité monégasque antidopage qui participe à cette manifestation. Quand on est jeune, on ne comprend pas trop et puis on pense qu'il n'y a que le sport. Mais c'est vrai que le sport apporte beaucoup plus. Et c'est vrai que quand on en vient vraiment à se dépasser, à aller au-delà de ses propres espérances, là on comprend vraiment, la puissance du sport. Et moi je vois dans mon sport, par exemple, quand j'ai préparé mon Dakar, c'est vrai que c'était quand même très très difficile. Sur place aussi, chaque jour j'étais au pied du mur. Et c'est là voilà, où on se dit il ne faut pas se décourager, il faut continuer, il faut être respectueux et tolérant avec les autres. Et puis c'est vrai que de fil en aiguille, grâce à toutes ces valeurs, on arrive à aller de l'avant. Différents ateliers qui ont séduit la jeune génération et qui ont réuni les élèves. Mon idéologie, c'est le respect avant tout. Plus que tout ce qui est message de paix, amour, c'est plutôt le respect envers chacun. Et si on arrive déjà à commencer avec ça, ça pourrait être une bonne base pour la suite. Le sport, c'est quand même important, c'est pour s'amuser. Enfin, il y a aussi le respect de l'autre et tout, donc c'est quand même important le sport. Une matinée qui s'est achevée par une remise des prix récompensant les élèves les plus investis et par l'opération White Card. Les élèves ont donc immortalisé cette journée en brandissant des cartons blancs en signe de solidarité, de neutralité, de paix et d'engagement à agir pour un monde meilleur. Deuxième soirée de gala des femmes leaders mondiales de Monaco afin de lutter contre les maladies cardiovasculaires chez les femmes, véritable fléau pourtant peu connu du grand public. Un reportage d'Alexandra Pagny. Elles étaient toutes de rouge vêtues pour soutenir le mouvement Go Red for Women, né aux États-Unis en 2005. C'est la 2e année que l'association monégasque Les Femmes Leaders Mondiales de Monaco organise cette grande soirée de gala et dont la présidente d'honneur est la princesse Stéphanie, présente pour l'occasion. Un projet né d'une rencontre il y a 2 ans entre Isabelle Veil, présidente de la fondation Agila, et Chantal Ravera. Actuellement, Sauver le cœur des femmes est une grosse opération aux États-Unis et également en France. Mais elle n'était pas à Monaco. Alors elle m'a proposé de faire cette opération et de m'occuper de Monaco. Je suis rentrée à Monaco, je l'ai proposé à toutes les membres qui, bien entendu,
ont été emballés de faire une opération qui représente un fléau mondial pour les femmes. Les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité chez les femmes. Une femme sur 3 meurt dans le monde et les symptômes, différents de ceux des hommes, sont peu connus du grand public. Nous avons bien sûr fait une très grande communication dans la ville tout le mois d'avril, aussi bien dans les panneaux de la ville, mais aussi dans les bus, pour prévenir les dames qu'elles peuvent retirer les livrets de prévention qui ont été tirés à 50 000 exemplaires. Le centre cardio-thoracique et le centre hospitalier de Monaco ont vraiment participé étroitement tous les deux pour nous aider à élaborer ce livret de prévention de santé des maladies cardiovasculaires. 330 personnes ont répondu à l'appel cette année. Des artistes de la région ont offert des œuvres pour la vente aux enchères qui a permis de récolter près de 25 000 €. Coup de projecteur à présent sur le congrès mondial de médecine anti-âge qui se déroule en ce moment même au Grimaldi Forum. Alors quelles sont les dernières innovations dans ce domaine? Élément de réponse avec Émilie Rousseau. Les spécialistes de la médecine esthétique et anti-âge ne pouvaient pas manquer cet événement. Depuis 2003, l'Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress offre aux professionnels de santé une plateforme unique en principauté. Un congrès qui a réussi à s'inscrire dans la durée. Pour preuve, cette 16e édition, dont le thème était la sécurité du patient, a rassemblé plus de 12 000 médecins spécialistes venus de 130 pays. Quand on a commencé ce congrès, l'idée c'était de dire on veut faire une prise en charge globale, intérieur, l'extérieur. Donc l'extérieur reste toujours d'actualité avec des techniques qui sont plus axées sur la prévention. Alors c'est pas dans l'idée de dire oui on va commencer à traiter plus jeune parce que c'est mieux pour le business, c'est pas l'idée. L'idée c'est de dire plus on commence à traiter légèrement, à prendre en charge le vieillissement de la peau, plus on a une chance qu'elle vieillisse moins rapidement et qu'en fait on ait moins besoin de choses après par la suite. Cet événement aura vu se développer de nombreux produits, de l'arrivée du Botox à la fiabilité des produits injectables. Les ultrasons, la radiofréquence ou encore les LED sont venus s'ajouter à la palette des traitements proposés pour agir sur la qualité de la peau. Pour les exposants, l'EMWC est un rendez-vous incontournable pour présenter leurs produits. Monaco est au centre de la médecine anti-âge. C'est véritablement un carrefour dans le domaine. On se devait d'être présent. On est d'ailleurs sur ce congrès depuis plusieurs années déjà. C'est toujours une belle surprise de découvrir chaque année les nouveautés du marché. Un marché qui évolue constamment. Il y a toujours quelque chose de nouveau. L'anti-âge n'est pas en reste, d'autant plus que les dernières prévisions annoncent une espérance de vie qui pourrait atteindre les 120 ans à l'horizon 2050. Et je vous propose à présent une idée sortie en cette fin de semaine. Jusqu'à dimanche se tient le premier salon photo Monaco, consacré notamment à la photo d'art et de collection. Alexandra Pani est allée le visiter pour vous. Imaginez comme une grande exposition aux clichés éclectiques, cette première édition monégasque consacrée à la photo d'art et de collection voulait proposer une scénographie plus libre où la photographie est reine. Dès l'entrée, nous sommes plongés immédiatement dans une exposition de photographie moderne du 19e siècle, la collection Meyer. Une grande collection allemande, un des plus beaux ensembles de la période dite archaïque, 1840-1880. Tous les grands pionniers, inventeurs de la photo, y sont représentés. Muybridge, Nadar, Cameron, Fenton, Fox Talbot, Legray, Ducamp, Declercq, etc. etc. C'est absolument formidable de la voir et nous sommes très fiers de cet ensemble. Le public déambule ensuite au milieu des 15 stands de galeristes présents pour l'événement. Beaucoup de grands formats, des paysages, mais aussi des top modèles et célébrités, des clichés pris dans les années 90 ou encore des inconnus dont la sensibilité touche les visiteurs.
La photo existe aussi parce que c'est un marché de l'art qui aujourd'hui représente la photo qui se comporte de mieux en mieux sur le marché de l'art mondial. Et puis les galeries défendent des artistes qu'ils sourcent, qu'ils représentent, et le marché est créateur de goût. Il n'est pas garant de la créativité, mais il est créateur de goût. Et ça, c'est très important. Donc, ce sont des galeries moitié Europe du Nord. Elles sont fortes, elles prennent des risques, elles voyagent, elles ont envie de découvrir d'autres horizons. Elles viennent à Monaco, c'est-à-dire Copenhague, Oslo, Lausanne, Paris, Londres, mais aussi le sud de la France, évidemment. Il y a d'excellentes galeries, mid-established artistes, voilà, des gens qui sont en devenir très sérieusement et qui sont représentés dans le sud de la France, que ce soit à Aix-en-Provence, que ce soit à Nice, à Opio, à Monaco. Le mythique studio Harcourt fait également partie de l'événement et offre la possibilité à chacun de se faire tirer le portrait. Venez découvrir cette centaine de photographies chaque après-midi jusqu'à dimanche à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Mais Photo Monaco, c'est aussi un parcours itinérant durant ces prochains mois dans 3 hauts lieux de la Principauté: les grands appartements du Palais Princier, le musée océanographique et la collection privée des voitures anciennes du Prince de Monaco. Il est l'un des animateurs préférés du petit écran, mais Nikos Aliagas a choisi de dévoiler une autre facette de sa personnalité, sa passion pour la photographie. Il est donc l'ambassadeur de cette première édition de Photo Monaco et présente son exposition au rez-de-chaussée de la salle d'exposition du quai Antoine Ier jusqu'à dimanche. Alexandra Pani l'a rencontré. Je suis très fier d'être l'ambassadeur de cette manifestation, et quand ils sont venus me voir, ils étaient en train de le monter. Il n'y avait pas encore tous les artistes, tous les moyens. Et je leur ai dit, ok, allons-y. Si la notoriété de mon travail et ma passion pour la photographie peuvent s'unir et vous donner aussi un petit coup de pouce pour faire parler de l'événement à Monaco, oui, je suis partant. Beaucoup de noir et blanc, exclusivement, peut-être même du noir et blanc dans vos clichés? Moi, je vois des couleurs dans le noir et blanc, curieusement. Alors, je sais que ça a l'air un peu barbare, mais demandez à n'importe quel photographe. Transposer des couleurs en noir et blanc, c'est imaginer des oranges qui deviennent gris, imaginer un rouge qui peut devenir un gris clair, imaginer un bleu qui peut être un gris noir plus foncé. Donc le noir et blanc, c'est une façon de ne garder que l'essentiel pour moi. J'ai réalisé que le temps passait dans une boîte à chaussures de mes parents parce que j'ai trouvé des photos en noir et blanc de jeunes. Donc je pense que le postulat de départ, c'est le temps qui passe. Et avec effectivement des appareils photo de l'époque, des jetables, des jetables sont venus plus tard, mais des petites choses, des petits appareils, j'essaie de prendre des photos improbables. Avec le temps, je ne me professionnalise pas, mais je deviens journaliste, reporter. Ici d'ailleurs, à Monaco, quand je présentais le journal de TMC, il y a très longtemps, et j'avais toujours un appareil photo sur moi. Et de fil en aiguille, avec les réseaux sociaux, c'est devenu un échange. Et l'échange est devenu une petite urgence dans ma vie. J'ai besoin d'exprimer des choses, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin d'aller peut-être derrière l'objectif. Et pour voir le monde, pas différemment, je l'ai toujours vu comme ça, mais pouvoir l'exprimer aujourd'hui. Et le temps qui passe, c'est un thème qui m'obsède, qui me fascine, alors que dans ma vie professionnelle connue, je ne le vois pas passer, parce que tout va très vite. C'est une pause nécessaire dans ma vie, la photographie. 3e match en l'espace d'une semaine pour l'AS Monaco. Samedi, les hommes de Leonardo Jardim reçoivent Nantes pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Je vous propose d'écouter des extraits de la conférence de presse d'avant-match. C'est une très bonne équipe. Là-bas, on en voit déjà. Ils ont des bons joueurs au milieu du terrain. Thomasson, comme ça, Roger, il est très bon aussi. Salah aussi, il faut être attentif parce que c'est une équipe qui joue les ballons aussi. Et Lucas Lima qui est dangereux avec les centres aussi. Et voilà, il faut être attentif. Et on est chez nous, il faut essayer de s'imposer, de faire les matchs et de créer des occasions. Nantes a une équipe bien organisée, une équipe avec bonne transition, offensive, avec un bloc bas. C'est une équipe toujours difficile de jouer. Il faut tout donner pour gagner les 3 points contre Nantes, parce qu'après Nantes et à Paris aussi, que c'est très difficile de jouer à Paris contre eux.
Et il faut essayer de maintenir cet avantage qu'on a sous Marseille et Lyon. Ce sont de très bonnes équipes qui normalement ne vont pas perdre des points sur ces journées-là. Donc il faut au moins essayer de garder cet avantage qu'on a sur eux. C'est important de continuer avec l'avantage parce que cette fin de saison, c'est toujours dur parce que tout le monde connaît bien les rendez-vous que ça va passer après le championnat. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref cette fois-ci. Au terme de leur séjour en principauté pour la conférence diplomatique annuelle, les ambassadeurs de Monaco ont été invités à découvrir les installations de Monacotech à Fontvieille. C'est le directeur de cet incubateur et accélérateur de start-up, Fabrice Marquet, qui a été leur guide. C'est leur grande soirée de gala annuelle. Les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco étaient en cuisine et en salle jeudi soir au Sporting Monte-Carlo. Ils ont régalé leurs convives, au premier rang desquels le prince Albert II, qui leur avait fait l'honneur d'être présent. Eva Schloss sera à Monaco la semaine prochaine. La demi-sœur d'Anne Frank donnera 2 conférences. La première à destination des jeunes élèves de première du lycée technique et hôtelier. La deuxième ouverte au grand public mercredi 11 avril à 19 h. L'occasion de revenir sur une période sombre de l'histoire au début des années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale, et de revenir sur la vie de la jeune Anne Frank, décédée en déportation et dont le journal intime a été lu par des millions de personnes à travers le monde. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le conseiller du gouvernement pour l'intérieur, Patrice Cellario. Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors nous allons revenir notamment sur le fait que la principauté veuille lutter contre les incivilités routières. Peut-on expliquer ? Je crois que c'est presque une évidence qu'un gouvernement se préoccupe du respect des règles qu'il édicte et notamment en matière de circulation routière, il est important que les usagers respectent les règles qui sont fixées, d'abord pour leur sécurité personnelle, mais également pour la sécurité des autres usagers de la route. Les règles du code de la route ne sont pas faites pour ennuyer les automobilistes, mais pour que la circulation soit la plus fluide possible, la plus sécure possible. Et donc il est important de lutter contre toute forme d'incivilité routière que pourraient connaître malheureusement certains automobilistes. Pourquoi entreprendre ces mesures aujourd'hui ? Alors ce n'est pas, je dirais, une nouveauté. La nouveauté d'aujourd'hui, c'est un renforcement d'un certain nombre de sanctions. La lutte contre les incivilités routières existe quasiment depuis que le code de la route existe. En revanche, la principauté est le siège d'un certain nombre de manifestations qui attirent du monde, ce dont on ne peut bien évidemment que se réjouir, du monde qui veut participer, assister à ces manifestations festives, mais d'autres qui en profitent aussi pour, en marge de ces manifestations, avoir des comportements qui viennent troubler la quiétude des résidents de la principauté et entraîner également des risques pour la sécurité des usagers. Ces dernières années, notamment à l'occasion d'un certain nombre de manifestations, et vous êtes fait vous-même l'écho de la manifestation Top Mark, des rassemblements et des manifestations de comportements totalement inciviques se sont déroulés avec une ampleur l'an dernier qui est apparue comme étant vraiment inacceptable. Donc le gouvernement a considéré qu'il était nécessaire de renforcer l'arsenal des sanctions de manière à pouvoir, d'une part, et de manière préventive, donner un signal fort, comme quoi nous ne souhaitions pas qu'en principauté ce type de situation se reproduise. Et bien évidemment, si malheureusement le message ne passait pas suffisamment bien, pouvoir agir contre les contrevenants de manière sans doute plus efficace que nous pouvions le faire précédemment. Alors vous venez de le dire, hein, notamment ces rassemblements ont lieu notamment à l'occasion du Top Mark. Alors
c'est vrai que c'est non maîtrisé par les organisateurs. C'est totalement... Ça, il faut quand même le souligner. Ce sont des rassemblements qui se groupent aux essais Top Marque, parce qu'on est habitué à avoir des essais totalement encadrés par l'organisateur. Et là, finalement, plus personne ne maîtrise. En effet, vous avez raison, ce n'est pas... ces comportements ne sont pas le fait de l'organisation du salon, mais le fait d'un certain nombre de personnes qui viennent à l'occasion du salon présenter ou faire un tour avec des voitures assez extraordinaires pour certaines d'entre elles, ayant des chevaux assez nombreux sous le capot, et qui considèrent, peut-être parce qu'ils se trouvent sur une portion de la principauté qui est un peu mythique, parce que c'est la portion du circuit de Formule 1, qu'ils puissent imaginer se comporter comme s'ils faisaient des sortes de rodéos ou des sortes de démonstrations de la puissance qu'il y a sous les voitures. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc ça n'est pas, c'est lié à la manifestation Top Marque parce que c'est concomitamment à cette manifestation que ces rassemblements se produisent, mais ce n'est pas le fait de la manifestation par elle-même. Pour autant, si on peut, avec l'organisateur, parfaitement encadrer la manière dont les véhicules qui sont présentés dans le cadre du salon peuvent être essayés par des usagers, de la clientèle, d'ailleurs avec des chauffeurs professionnels, puisque ce n'est pas la clientèle qui conduit elle-même les voitures, autant il est plus difficile de maîtriser ces personnes qui viennent un petit peu comme vous et moi, nous pourrions nous promener en ville, et puis qui subitement changent d'attitude et font ronfler les moteurs, font des dérapages, font des excès de vitesse qui sont totalement inacceptables. Justement, vous avez une manière finalement d'encadrer mieux ces essais, avec Top Marque notamment? Alors avec Top Marque, les essais sont parfaitement encadrés. Il y a une zone qui est délimitée durant laquelle les essais peuvent se faire. Ce sont des chauffeurs professionnels dûment enregistrés précédemment, enfin au préalable de la manifestation, et les conditions de sécurité sont parfaitement maîtrisées sur le terrain défini pour ces essais. Nous avons tendance à faire l'amalgame, c'est ça qui est malheureux pour l'organisateur, effectivement. Oui. Maintenant, il est assez facile aussi de voir que les personnes qui ont des comportements inciviques ne sont absolument pas liées à la manifestation. Les voitures ne sont pas estampillées de la manifestation, les chauffeurs ne sont pas du tout, comment dirais-je, avec les badges qui les repèrent. Donc, en fait, quand on est un petit peu attentif, il est assez facile de faire le distinguo entre les deux. Donc, ce que le gouvernement princier a souhaité faire, c'est durcir l'arsenal des sanctions. Que risquent justement les auteurs d'infractions? Alors, outre des amendes relativement élevées, qui peuvent aller jusqu'à 600 €, les personnes qui se rendraient coupables d'infractions, que ce soit avec un usage inapproprié des chevaux, d'accélération, etc., risquent de voir leur véhicule immobilisé, c'est-à-dire être mis en pré-fourrière pour 24 ou 48 heures pendant la période de la manifestation. Le signal que l'on veut faire passer, c'est que ce type de comportement n'est non seulement pas du tout souhaitable en principauté, mais ne saurait être toléré en principauté. Donc c'est un message préventif de fermeté que l'on veut faire passer. Ce que nous souhaitons, c'est que les personnes qui, par le passé, ont eu ce type de comportement comprennent qu'elles sont les bienvenues en principauté si elles viennent assister à une manifestation dans le respect des règles, mais que si elles avaient l'envie d'outrepasser les règles, de ne pas respecter le code de la route, nous appliquerions les sanctions de manière la plus sévère qui soit. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, pour cet éclairage. Je vous en prie. Et je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour ces prochains jours. Les nuages seront de retour samedi dans le ciel de la Principauté. La journée sera globalement peu ensoleillée et les températures seront comprises entre 13 degrés en début de journée et 18 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, le temps restera couvert avant une nouvelle dégradation, mais en revanche, pas de pluie au programme.
Lundi sera marqué par un grand retour des pluies, un retour durable puisque cela va concerner quasiment toute la semaine. Mardi, temps pluvieux, les nuages seront omniprésents tout au long de la journée et les températures oscilleront entre 12 et 14 degrés. Mercredi, pas de changement, toujours beaucoup de pluie. Jeudi, le soleil fera un timide retour. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Comme vous l'avez certainement vu dans notre reportage consacré au rallye Princesse Charlène, le 6 avril, c'est la journée internationale du sport au service du développement. Je vous propose donc de nous quitter sur un clip réalisé pour l'occasion. À très bientôt sur Monaco Info.